Bonjour ou bonsoir à vous tous, selon là d'où vous nous suivez sur la planète. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de New World Info dans l'émission Le Monde en 7 après quelques semaines d'absence dues à quelques raisons personnelles. Je suis heureux de retrouver le plateau et de vous retrouver pour cette randonnée. On va revenir donc sur quelques sujets qui ont marqué l'actualité au cours de la semaine. Et dans le programme de ce samedi 30 octobre 2021, on parlera du Mali. Les autorités maliennes semblent jouer avec les nerfs de la communauté économique des États de la CEDEAO. On sera ensuite du côté du Soudan, le coup d'État, la transition, est-ce là un revers pour la révolution? Et en seconde partie, nous parlerons du Togo, le règlement des litiges fonciers, jusqu'où est prêt à aller le président de la Cour suprême. Et avec moi sur le plateau pour évoquer ces sujets, j'ai aujourd'hui Paul Etche Afala. Il est coordonnateur des programmes au CDFDH, c'est le Centre de la documentation et de la formation sur les droits de l'homme. Paul Etche Afala, bonsoir. Bonsoir Samuel. Merci d'accepter notre invitation. Le plaisir est pour moi. Il y a également à vos côtés Chris Ega. Chris Ega est le directeur de publication du journal Express Info. Chris Ega, bonsoir. Bonsoir mon cher Jaoui, ou nouveau Niaoui, je ne sais pas, voilà. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Nous sommes également sur le plateau avec Justin Abalo Badjaliwa, qui est le coordonnateur des programmes régionaux Afrique du collectif des associations contre l'impunité au Togo, le CACIT. Justin, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs également. Heureux de nous revoir une fois encore. Sur le plateau. Merci beaucoup. Alors on commence tout de suite avec le Mali. Les autorités maliennes sont-elles en train de jouer avec, avec les nerfs de la CEDEAO? C'est la question qu'on pose tout à l'heure. On connaît, Chris Ega, la situation au niveau du Mali. On le sait, il y a eu donc le colonel Assimi Goïta qui a repris les rênes du pays. La CEDEAO a donné un délai dans lequel tout doit se tenir finalement. D'ici février 2022, élection présidentielle, élection législative. Est-ce que vous diriez que c'est la CEDEAO qui a une mauvaise lecture de la situation malienne? Non, je ne peux pas le dire à mon sens, parce que vous savez, depuis que il y a eu le premier coup d'État, c'est, je crois, en concertation. Si ce n'est même pas qu'on a recherché leur avis, la CEDEAO avait dit qu'il leur donnait un certain temps pour aller aux élections. Et je crois que la mission de ce pouvoir de transition, c'est d'organiser les élections. Après, il y a eu un deuxième coup d'État et aujourd'hui nous sommes avec un nouveau Premier ministre dont les déclarations ne rassurent pas du tout la CEDEAO. Le Premier ministre qui dit, Choguel Maïga, qui dit par exemple que les élections ne sont pas la priorité aujourd'hui, ce qui est une aberration du point de vue de la mission qu'on assigne au gouvernement à cette transition-là et qui parle, le Premier ministre qui parle maintenant d'une des assises de refondation. On ne sait pas très bien quels sont les contenus de ce programme-là, assises de refondation. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quelle est la mission exacte que s'assigne ce gouvernement de transition, à mon sens, et au sens même, je crois, de la CEDEAO, c'est d'aller rapidement aux élections, de rendre le pouvoir aux civils. Je crois que telles sont les missions qui sont assignées à ce gouvernement-là. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ne sont plus intéressés par ces objectifs-là. Ils parlent de refondation, on ne connaît pas le contenu de on va revenir sur cet aspect de refondation tout à l'heure, mais Paul, est-ce que vous diriez également que c'est plutôt les autorités maliennes qui sont en train de jouer un peu au flou avec la CEDEAO? Est-ce qu'on dira qu'elles sont en train de jouer au flou? J'ai l'impression peut-être que les autorités maliennes sont en train d'être prises au piège du populisme, puisque les Maliens, de plus en plus, et même encore hier, ont manifesté. Et le but de la manifestation, surtout, c'était justement que les forces étrangères quittent le pays. Oui. Et je dis, même les discussions qui sont annoncées avec les djihadistes aujourd'hui sont des points de désaccord, justement, entre le Mali et la France, parce que j'ai écouté Macron qui a déclaré entre-temps
que la France n'irait pas avec un gouvernement qui négocie avec les djihadistes. Ouais. Donc en réalité, il y a un fourre-tout aujourd'hui duquel je crois qu'il faut avoir du discernement. Tout à l'heure, le confrère disait quel est le véritable rôle qui est assigné à la transition. Si c'est les élections, je pense que ces élections également méritent d'être bien réfléchies. Parce que de plus en plus, on constate que les élections ne sont pas la panacée. Ce n'est pas souvent les solutions aux problèmes de nos États. Et très souvent, la CEDEAO, ce qu'elle fait aussi, c'est qu'elle précède les délais. Et les élections sont faites dans des conditions qui ne respectent pas les standards. Et finalement, les crises post-électorales deviennent encore plus compliquées. Donc pour moi, le Mali a besoin d'une élection, oui, mais une élection qui a du sens pour les Maliens. C'est-à-dire une élection avec des candidats qui ont une vision pour le pays, qui ont une ambition de réconcilier le pays avec lui-même. Une élection pour des citoyens qui ont conscience des enjeux de l'élection. Parce que de tout temps, on a remarqué qu'il y a un désintéressement justement des populations quand il s'agit d'aller voter et tout. Et il y a beaucoup de Maliens qui ne sont pas instruits justement sur ce type de processus. Donc pour moi, il faut une élection, oui, mais une élection qui a du sens pour les Maliens. Et pour ça, il n'y a que véritablement les Maliens qui peuvent décider. Justin Abalo, actuellement, la rhétorique au niveau du Mali, c'est que février 2022, on ne peut vraisemblablement pas faire d'élection. Mais la CEDEAO dit niet, il faut respecter ce délai. Si on doit parler de façon très objective, nous sommes en train de rentrer en novembre, février c'est dans 4 mois. Est-ce qu'il est raisonnable de presser le Mali d'aller à des élections? Est-ce qu'on n'a pas un risque d'élection bâclée dans ce cas? Oui, mais il faut tout simplement dire, je souscris un peu entièrement à ce que mon ami Paul vient de relever. La CEDEAO presse, ben, je pense que aux yeux de tous les observateurs, ce délai n'était pas de mon sens, n'était pas raisonnable. Pour ceux qui ne soutiennent pas ou bien ceux qui voudraient aller aux élections, ils souscrivent entièrement que le mandat du gouvernement de transition, c'est d'organiser des élections, c'est vrai. Il faut organiser des élections, mais il y a aussi des affaires courantes qu'il faut gérer, la question de la sécurité qui est là également. Moi, de mon point de vue, je pense que la CEDEAO devrait essayer quand même de comprendre aussi, mieux comprendre aussi le contexte malien. Essayer quand même parce que lorsque la CEDEAO, il allait dire, elle est là pour essayer quand même d'accompagner les États pour qu'ils puissent sortir de cette situation. Le Mali vit dans une situation trouble et nul ne saurait le démentir. De notre point de vue, je pense que la CEDEAO devrait, avant de prendre toutes les dispositions, c'est vrai, il y a eu une mission qui a évalué la situation, mais je pense qu'on peut estimer, on peut croire, tout porte quand même à croire que tout n'a pas été véritablement évalué en termes de la réelle politique, parce qu'il y a des contingences aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui le gouvernement tend à dire qu'ils ne sont pas en mesure d'organiser des élections. D'ailleurs, les assises nationales dont Chougué Maïga pour très souvent n'est pas encore lancé. On avait dit en octobre. L'octobre est déjà fini, ou bientôt c'est novembre. Donc le février, ce n'est pas aussi évident. Je pense que c'est important pour la CEDEAO de descendre encore sur le terrain, essayer de rencontrer aussi tous les acteurs et ensemble de définir dans une certaine mesure un chronogramme sur la date des élections et plus ou moins aussi d'autres éléments qui doivent prendre la transition doit prendre en compte. Ce rigorisme des délais de la CEDEAO là, est-ce que finalement, quand on analyse très bien le Mali, je pense que c'est le 4e ou 5e coup d'État qu'ils ont, le dernier en date, après IBK est arrivé, on a vu IBK est tombé, nouveau coup d'État. Finalement, pourquoi on ne prend pas le temps de régler les problèmes? Oui, mais je crois que je vais revenir, avant de répondre à cette question, je vais revenir un peu sur ce que les amis ont dit. Vous savez, on avait fixé au départ une date et puis après il s'est tenu le Conseil national de transition qui n'a pas trouvé d'inconvénient, qui pense que cette date était tenable. Et je crois que c'est quand
chemin faisant, on a eu des situations inhabituelles, des situations qui, en vérité, on dirait que ça dépend du président de la transition qui a fait un coup d'État, qui n'a pas fait qu'un coup d'État, mais qui en a fait un deuxième. Mais dans le coup d'État, aujourd'hui, c'est que le rôle de la CEDEAO, c'est quand même de faire pression, même si la date de fin février n'est pas tenable. Je crois que la CEDEAO est toujours dans son rôle, parce que la CEDEAO doit continuer de faire pression. Je crois que nous sommes plutôt là dans la stratégie. Parce que si la CEDEAO lâche prise, je crois que même les nouvelles dates qui seront fixées après risquent de ne pas être respectées. Je crois qu'on avait une date butoir. Je crois que c'est stratégique que la CEDEAO continue de faire pression jusqu'à la fin. Même si la fin février n'est pas tenable, il faut que la CEDEAO continue cette pression pour dire que, ben voilà, au moins, dites-nous ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il n'y a pas de traçabilité du point de vue des actions qui sont menées pour que les élections aient lieu. On ne sait pas très bien quelle est la feuille de route. On ne connaît pas du tout ce que la transition est en train de faire en ce moment pour aboutir à ces élections. Elle prépare des assises. Des assises. Même l'assise, ça peut faire partie d'un ensemble, d'un chronogramme. On dirait après les assises, il y a quoi? Après les assises, il y a quoi? On a besoin d'avoir une traçabilité des actions de la transition. Je crois que c'est à défaut de cette traçabilité que la CEDEAO continue de faire pression pour les inciter à dire au peuple malien d'abord, où est-ce qu'on est en train de vous conduire? Je crois que c'est important. On ne peut pas laisser la junte disposer du temps, parce que là, c'est l'alibi du temps que la junte est en train d'évoquer. On ne peut pas laisser la junte disposer du temps comme bon lui semble, parce que c'est elle qui a décidé de faire ce coup d'État. On avait l'impression qu'elle savait où elle allait, mais aujourd'hui, et elle donne l'impression d'être vouée aux errements. Et je crois que c'est le rôle de la CEDEAO de continuer de poser des garde-fous, de dire que, écoutez, nous pouvons prendre des sanctions contre vous, des sanctions ciblées. Cette fois, c'est ce dont on parle. Mais il faut qu'il y ait cette forme de pression qui permette à la gente de revenir à de meilleurs sentiments et de donner davantage de traçabilité à ces actions. Et surtout, de proposer un calendrier qui soit tenable. Je crois que ça a été... Le Mali semble jouer avec les nerfs de la CEDEAO. Vous vous rappelez, il y a également le représentant de la CEDEAO au Mali qui est devenu persona non grata. Oui. Le Mali semble dire, je suis un État souverain, c'est moi qui ai le fil du temps, c'est moi qui maîtrise le chronogramme. Oui, moi je dirais que la transition savait exactement où elle allait, mais vous savez, le Mali est un pays en conflit. Et quand le pays est en conflit, il y a les questions des intérêts qui interviennent. Ouais. Quand vous prenez la raison pour laquelle il y a eu le second coup d'État, c'est que Goïta reproche à l'autre Premier ministre de saboter la transition tout simplement parce qu'il ne l'a pas consulté, en mettant en place le gouvernement. Or, la charte de la transition lui donne des prérogatives pour avoir un droit de regard sur justement le ministère de la Sécurité et je crois un autre ministère. Donc, et ces ministères ayant été occupés par ses amis poutistes et qui ne sont plus là, ben, il a vu que ses intérêts étaient menacés. Et quand vous faites l'analogie un peu avec le Soudan, on en parlera, il se pose aussi une question de la post-crise. C'est-à-dire, est-ce qu'ils seront poursuivis? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils auront une immunité? Vous savez, il y a 2 lois qui sont passées qui ont immunisé les militaires les poutistes. On ne l'a pas beaucoup dit, mais c'est une façon de se sécuriser. Et donc, sachant justement qu'il y a ces jeux d'intérêt qui se jouent, il faut faire extrêmement attention. Voilà. Donc, c'est vraiment la question aussi de la sécurisation de nos institutions qui se pose aujourd'hui. Parce qu'un seul individu ne peut pas détenir le pouvoir de destituer, de remettre en place, de destituer, de remettre en place. Il faut vraiment qu'on aille en profondeur et que la CEDEAO, moi je souhaiterais vivement qu'au-delà de rester dans son rôle régalien, que la CEDEAO perce encore plus le trop pouvoir
qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'on trouve justement des solutions qui sauvent le Mali. Alors justement, au niveau des autorités maliennes, on semble justement se préparer pour ces assises dont nous parlons. On va regarder justement un reportage qui fait un peu le point de la situation. On revient pour le débat. Après le président de la transition et le chef du gouvernement, c'est au tour des groupes signataires de l'accord de paix de 2015 d'échanger avec la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU en visite à Bamako sur les enjeux socio-économiques du Mali. Cette réunion a été l'occasion un peu de faire les points de la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation, mais aussi d'évoquer son lien avec la transition. Est-ce que nous sommes satisfaits un peu des actions posées jusqu'ici? Je pense que avant que la mission ne vienne, elle est déjà au fin de ce qui se passe dans le pays, vu qu'il y a une morosité totale d'un point de vue politique et de disponibilité au plus haut niveau des affaires. Et là, nous constatons une réelle lenteur, une inquiétude par rapport à l'accord pour la paix et la réconciliation, qui est considéré par tout le monde, y compris les conseils de sécurité, comme étant la condition sine qua non de retour d'une paix durable au Mali et pour le reste du Sahel. Pour les autorités maliennes, il n'y a plus de doute sur le report des élections présidentielles et législatives prévues le 27 février, dont la communauté des États d'Afrique de l'Ouest exige la tenue à la date fixée. La délégation onusienne a de son côté renouvelé sa volonté de soutenir la position de la CEDEAO. Maintenant, on n'a pas de chronogramme. Le calendrier n'est pas sorti. Il y a un certain nombre d'étapes qui ont été décidés par les autorités maliennes. Le Conseil de sécurité ne fera que soutenir la position des chefs d'État et de gouvernement de la région au sein de la CEDEAO, mais la position de l'Union africaine également. La junte au pouvoir a également réitéré l'organisation des assises nationales de la refondation comme préalable au scrutin. Ces assises nationales sont prévues du 21 au 26 décembre prochain. Alors voilà, tout est clair, Justin Abalo. Il n'y a plus de doute. Le 27 février, il n'y aura pas de présidentielle, il n'y aura pas de législative au Mali. Je pense qu'au regard de la situation aujourd'hui, il n'y a plus de doute là-dessus. Nous l'avons dit, tous les observateurs le disaient il y a quelques semaines. C'est pas évident, raisonnable vraiment de tenir ces élections. Maintenant, comment, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a lieu de discuter véritablement avec le gouvernement malien, comme le fait les Nations Unies, et qui s'attelle sur la position de la CEDEAO. Maintenant, la CEDEAO... Oui, mais ça à dire, on l'a entendu, il dit, nous on va soutenir la position de la communauté. Pour quelles conséquences? Oui, c'est vrai, la CEDEAO, pour la CEDEAO, c'est de faire les élections. Est-ce qu'elle-même n'est pas un peu décrédibilisée, la CEDEAO? Oui, la question de la crédibilité de la CEDEAO aujourd'hui se joue également, parce que lorsque vous voyez un peu les manifestations à Bamako et dans certaines villes du Mali, on critique largement la CEDEAO, d'autant plus que la CEDEAO avait observé un peu la situation avant que le coup d'État n'intervienne. Et pour les populations qui soutiennent le gouvernement, ils estiment quand même que le gouvernement fait du bon travail. Maintenant, aux yeux des autres observateurs, des autres acteurs pertinents que sont la CEDEAO, c'est important d'accompagner. Au final, il faut quand même accompagner et comprendre que on va toujours maintenir la pression raisonnablement. C'est pas évident qu'en février qu'on ait des élections. Maintenant, comme Edgar le disait, c'est de faire en sorte que le gouvernement de transition essaie d'être clair sur ses idées. Qu'on ait une traçabilité. Une certaine traçabilité, un chronogramme clair. Et là, ça permettra aussi aux autres mécanismes, aux autres institutions comme la CEDEAO de pouvoir les soutenir et de les accompagner. Mais dans tous les cas, la CEDEAO a intérêt aussi à ne pas lâcher prise, à ne pas laisser dans un certain laxisme le gouvernement d'avancer. C'est important, d'autant plus que ça va créer un peu de la jurisprudence. D'ailleurs, la CEDEAO a laissé faire. Et puis bon, aujourd'hui, il y a des coups d'État dans la sous-région. Et tout ça nous amène à dire que la CEDEAO devait aussi revoir aussi sa stratégie d'intervention. C'est vrai qu'il y a la question de la souveraineté de l'État aujourd'hui. Le gouvernement de transition fait valoir sa souveraineté. C'est une question de souveraineté. Et d'ailleurs, ils ont
demandé expulser le représentant de la CEDEAO. Il me demande si bon, ça c'est un événement fort parce que de par le passé, il y a quand même que, sauf erreur de ma part, il n'a pas encore vu de cette situation où dans un état de la CEDEAO, on expulse un diplomate. Oui, ça fait partie de la pratique en matière de diplomatie parce que et c'est fort de sens. Oui, c'est fort de sens, c'est pour dire tout simplement que bon, la CEDEAO, vous êtes là, accompagnez-nous. Et nous allons quand même essayer, au nom des principes de la souveraineté, essayer d'avancer. Ils ont besoin, comme le dit le ministre des Affaires étrangères, ils ont besoin du soutien de la CEDEAO. Ils vont toujours travailler, ils ont demandé à ce qu'ils soient remplacés, le représentant de la CEDEAO soit remplacé, et qu'ils travailleront toujours en bon terme avec la CEDEAO. Ce n'est pas avec toute l'institution qu'ils ont des problèmes, c'est juste avec le diplomate. Donc en définitive, la CEDEAO pour nous, la CEDEAO aussi devait revoir un peu sa stratégie d'intervention pour que les Maliens ne se sentent pas dans une certaine obligation de dictat, comme on peut le dire ainsi, d'autant plus que ça va aussi de l'intérêt de toute la sous-région. La stabilité du Mali est très importante pour nous en tant que au niveau des États de l'Afrique de l'Ouest et même de la communauté internationale. Ce que disent les autorités maliennes aujourd'hui, c'est que la tâche, elle est vraiment immense. Il faut refondre carrément toutes les institutions et remettre en place, j'ai envie de dire, des institutions fortes. Et pour ce faire, on va à notre rythme. Ce n'est pas possible parce qu'il ne revient pas à la jeune de mettre en place des institutions fortes. Parce que qu'est-ce qu'elle appelle institutions fortes? Les institutions ne valent que pas ce qu'elles sont. Et on a constaté que les gens ont des meilleures intentions. C'est à la pratique seulement on se rend compte qu'ils dévient carrément des objectifs qui se sont fixés ou bien des objectifs que la République a fixés. Je crois que la faiblesse des institutions ne réside pas dans les lois, mais plutôt dans les hommes. Donc ce n'est pas aujourd'hui, lorsqu'on est autorisé à prendre des textes, les textes sont bien beaux, les textes sont bien écrits, mais je crois que la pertinence de ces textes-là ne fait pas forcément la réussite, leur réussite sur le terrain. On constate que ce sont les hommes qui affaiblissent les institutions. On l'a constaté dans un certain nombre de pays. Lorsque les présidents arrivent au pouvoir, si les institutions sont fortes, ils n'arrivent plus à imposer leurs désidératas. Je crois que c'est plutôt là le problème. Maintenant, si eux, ils arrivent, ils disent qu'ils veulent procéder à une refondation, je l'ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils mettent comme programme dans cette refondation? Et après la refondation, on a l'impression qu'ils demandent... C'est peut-être ça qui va se décider avec les assises qui sont... Oui, d'accord, mais c'est que ce que la CEDEAO aujourd'hui, c'est qu'on est au-delà de cette période de refondation, no man's land, c'est-à-dire on ne voit pas très clair ce qui peut se passer après cette étape de refondation. Ça voudrait dire qu'on peut passer ensuite 1 an, 2 ans ou 3 ans pour aller vers les élections. Je crois que ce qui fait le flou de la situation, c'est justement qu'on n'a pas aujourd'hui, on a vu tout à l'heure avec cet élément-là que vous avez passé, que les gens s'inquiètent du fait qu'il n'y a pas cette traçabilité dont la communauté internationale qui est un acteur de premier choix, parce que le Mali ne vit pas en autarcie. Lorsqu'on explique par exemple le représentant de la CEDEAO, c'est un geste, moi je dois dire désespéré, en ce sens qu'ils sont allés trop fort, parce que justement ils peuvent aller en gradation, peut-être parler avec la CEDEAO, élever une protestation verbale, mais aller directement à l'expulsion. Je crois que c'est tout parce que c'est un paradoxe, parce que vous avez besoin de cette CEDEAO, de la communauté internationale dans son ensemble pour une approche en termes de sécurité. Vous parlez de souveraineté lorsque on vous dit, on essaie de vous poser des garde-fous. Je crois que ça, c'est un paradoxe. Et puis, il faut que les pays africains évitent des paradoxes du genre. Si vous voulez vous autosuffire, vous le dites clairement dans des situations qui vous engagent, comme des situations sanitaires, des situations de sécurité, où vous avez souvent l'habitude de tendre la main aux autres. Mais aujourd'hui, lorsque ces mêmes personnes qui viennent faire la guerre chez vous, qui meurent, dont les enfants meurent chez vous sur les champs de bataille, lorsqu'ils vous demandent de mieux faire, vous leur opposez la souveraineté, bon, à mon sens, ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, le Mali est mal placé. Les autorités actuelles qui disent l'attention mal placées pour faire la leçon à la CEDEAO, parce qu'on ne peut pas remplacer la CEDEAO aujourd'hui. Il faudrait mieux composer avec cette structure, quand bien même elle a des défauts, c'est la seule structure supranationale aujourd'hui qui peut intervenir et qui a des arguments pour embarrasser les autorités de la jeune. Ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Alors, peut-être le moyen
coercitif que la CEDEAO a, ce sont les sanctions. Mais ça aussi, l'envers du décor, c'est que c'est la population qui payera le tribut. Oui, mais les sanctions, jusqu'à quel niveau? Moi, je pense, et comme je l'ai dit au départ, la junte, d'une part, est prise dans le piège du populisme. Et je me suis même posé la question à un moment donné, après l'élément que j'ai suivi, je me suis demandé si finalement le Conseil de sécurité n'est pas en train de dribbler la CEDEAO, qu'il est venu soutenir. Parce que la CEDEAO est dans un registre de délai, chronogramme, il faut le respecter. Le Conseil de sécurité semble être dans une logique de concession pour avancer. Donc, il faut bien analyser et savoir véritablement où on va pour ne pas justement, une fois encore, enfoncer la CEDEAO. Parce que si jamais la tendance que le Conseil de sécurité est en train de prendre actuellement, la tendance qui va à la concession, voilà, puisque c'est acté qu'en décembre, il y aura les assises. Donc, ça veut dire que d'une part, la CEDEAO a échoué à un niveau. Et donc, il faut rapidement revoir la stratégie, moi je pense, au niveau de la CEDEAO. Et franchement, parce que... C'est-à-dire, vous espérez qu'elle sorte de son discours trop rigoureux. Trop rigoureux pour aller au fond. Parce que la posture que le Conseil de sécurité a pris cette semaine nous montre que ça peut donner des résultats. C'est-à-dire que quand on s'assoit et qu'on discute et qu'on voit quels sont les intérêts des uns et des autres, comment est-ce qu'on fait pour harmoniser tout ça, on avance petit à petit. Mais la CEDEAO est dans une logique, allons-y. Les autres disent non. Et la population qui est derrière qui dit nous ne voulons qu'on nous impose quoi que ce soit et tout. Donc, c'est très compliqué pour la junte, elle aussi, compte tenu du fait qu'elle veut assumer une certaine légitimité auprès de la population, une certaine responsabilité auprès de la population qui dit ne les suivez pas. Et au même moment, la CEDEAO qui tient le bâton et qui dit il faut absolument qu'on aille aux élections et tout. Donc, je me demande si le Conseil de sécurité n'est pas en train de dribbler la CEDEAO. Il faut que la CEDEAO revoie sa stratégie. Moi, c'est ce que je pense. Oui, non, il voulait rectifier un petit peu. Bon, pas rectifier, mais lorsque mon ami Paul parle de populisme, ils sont tombés dans le pied du populisme. Je pense que... En parlant de la transition. En parlant de la transition, je pense que tout gouvernement a besoin d'un certain soutien. Le soutien politique est là. Et qui sait si ce sont ces autorités qui sont à la manœuvre ou ce sont les populations elles-mêmes. Dans tous les cas, dans tout système politique, il y a de ces agissements et de ces situations. Donc un jour, vous apprendrez qu'il y a des manifestations aussi contre ce gouvernement. Peut-être dans les semaines à venir, dans les mois à venir, ça peut arriver lorsque vous écoutez des émissions sur RFI ou dans le même pays. Il y a aussi d'autres qui ne sont pas pour tout ce qui se passe. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes face à un rendez-vous de l'histoire politique du Mali. Et ce qui se passe au Mali, il y a beaucoup de choses, il y a des non-dits qu'on ne pourrait pas exposer, mais sûrement que le gouvernement de transition sait vraiment où ils vont. Mais nous avons besoin, en tant qu'observateur, en tant que pays membre de la CEDEAO, et peut-être aussi au niveau de la CEDEAO, c'est important aussi de savoir où est-ce qu'ils vont exactement. Parce que la question de la sécurité s'impose, et aujourd'hui c'est l'argument fort auprès des autorités de transition. Parce que pendant 8 ans, la force Barkhane était là, il y a la communauté internationale qui a appuyé, MINUSMA, il y a toutes ces résolutions qui, lorsqu'on fait le bilan aussi, le gouvernement fait le bilan, on se rend quand même compte qu'il y a eu des échecs à un moment. Je pense que la France aussi a reconnu ces échecs à un niveau, d'autant plus qu'après avoir collaboré avec certains djihadistes au niveau de la ville de Kidal, et ainsi de suite. Donc, aujourd'hui, il y a des autorités maliennes s'habitue un peu sur la question de la sécurité. Et vous savez, dans tout pays, lorsque vous ne maîtrisez pas la sécurité, je pense quand même que ce n'est pas aussi évident de pouvoir avancer sur un certain nombre de prérogatives. Donc, cet argument est très fort et pour eux. Et c'est pour cette raison, parce que chaque jour que Dieu fait, il y a des Maliens qui tombent encore, qui meurent parce qu'il y a des djihadistes qui les égorent, qui les tuent. Cela se passe comme ça avant qu'il arrive. Oui, c'est vrai. C'est vrai que cela se passe avant que cela n'arrive, mais ils sont dans une logique
probablement de pouvoir essayer de voir quelles sont les meilleures stratégies. Aujourd'hui, on parle du groupe Wagner par ici, par là, et donc certains s'opposent aussi à ces éléments. Donc, à la stratégie. On peut concéder, on peut donner quand même le bénéfice du doute à ce gouvernement, mais pour nous, la CEDEAO doit pouvoir revoir son approche. C'est vraiment de s'approcher un peu de ce gouvernement et de voir clairement et de les convaincre aussi ou bien de les discuter clairement avec eux pour essayer. C'est-à-dire que la CEDEAO adopte un peu la même posture que les Nations Unies. Oui. Cette posture, elle est gagnante parce que ça donne aussi une certaine confiance aussi à ce gouvernement. Parce que le gouvernement de transition aussi estime quand même qu'ils jouent leur partition et c'est important quand même de les laisser avancer, quoi. Passons au deuxième sujet, on est pratiquement sur le même registre de coup d'État. Nous sommes du côté du Soudan, à présent, où il y a eu un coup d'État, également une transition qui était en cours. La particularité du cas soudanais, c'est que la transition devait se faire en deux phases. Il y a une première phase que les militaires occupaient depuis presque 21 mois. Le 7 novembre prochain, normalement, si tout avait bien marché, les militaires auraient dû céder le pouvoir aux civils. Et patatras, les militaires ont décidé de revenir, reprendre le pouvoir en main. Est-ce que c'est un revers à la révolution qui a permis de chasser du pouvoir l'ancien président Omar el-Béchir? On va regarder ce reportage tout de suite et on revient pour le débat. La nouvelle est tombée tôt ce matin au Soudan. L'armée reprend les rênes du pays et des dispositions suivent. Plusieurs autorités de la transition ainsi que leurs familles sont enfermées. Les rues de la capitale, Khartoum, sont depuis lors investies par des patrouilles de l'armée, la connexion Internet coupée et l'état d'urgence décrété. Au péril de leur vie, plusieurs Soudanais sont descendus dans les rues pour protester contre cette décision de l'armée et militer en faveur de la restitution du pouvoir aux civils. La déclaration du général est faible et ne signifie rien pour le peuple soudanais, qu'elle soit annoncée par Bourhan ou par n'importe qui. Le peuple soudanais a déjà affiché sa position concernant tout régime militaire. Nous rejetons entièrement la déclaration du général Abdel Fattah al-Burhan. Nous revendiquons un gouvernement civil et demandons la dissolution du conseil militaire. Nous ne négocierons plus avec l'armée. Notre peuple est persévérant et patient et il continuera à exiger un gouvernement civil. Ils ne sont pas seuls dans cette lutte. La communauté internationale a également tapé du poing sur la table. L'Union africaine, l'Union européenne, les États-Unis, tous condamnent et appellent au retour du dialogue dans le pays. Je condamne le coup d'État militaire en cours au Soudan. Le Premier ministre Hamdok et tous les autres responsables doivent être libérés immédiatement. Il faut assurer le plein respect de la charte constitutionnelle pour protéger la transition politique obtenue de haute lutte. Les Nations unies restent aux côtés du peuple soudanais. Les derniers événements ont progressivement mené le pays dans cette impasse. Au moins 3 morts et plus de 80 blessés sont à déplorer depuis l'éclatement de cette crise. Alors, Paul Etcheafala, la question que j'ai envie de poser, est-ce que la situation du Soudan est étonnante? Est-ce qu'il ne fallait pas s'y attendre? Oui, moi je pense qu'il fallait s'y attendre. Surtout quand je fais l'analogie avec ce qui se passe au Mali. Au Soudan, c'est encore plus grave dans la mesure où les civils qui partageaient le pouvoir avec les militaires ont clairement affiché leur volonté, d'accélérer le processus de justice transitionnelle. Et on sait que les piliers de la justice transitionnelle, forcément, ça prendra ceux qui ont commis un certain nombre d'actes. Et donc, ça ne rassure pas ces militaires. Premier élément. Deuxième élément, il y a le fait que, vous savez, j'ai lu tout dernièrement qu'au Soudan, il y a près de 80 partis politiques et que jamais ils n'ont réussi, surtout l'opposition n'a jamais réussi à s'entendre. Et ces disparités, ces disputes sont revenues justement au sein de ce conseil souverain qu'ils ont mis en place. Et ça fait que c'est très compliqué de trouver des points d'entente. Dernier élément, ce sont les mesures d'austérité que le président a pris tout récemment et qui ont amené justement à réduire
comment on va dire ça, la la contribution de l'État, surtout pour ce qui est du carburant, je crois. Hein, les subventions de l'État ont été drastiquement réduites et les populations l'ont ressenti. Ouais. Donc, pour moi, les alertes étaient déjà là, les signaux étaient déjà là. Et bon, patatras, c'est arrivé, c'est dommage. Voilà. Chez les militaires soudanais, est-ce qu'on va simplement dire chasser le naturel et il revient au galop? Je crois que la formule est très bien trouvée parce que vous savez, depuis l'indépendance, ça fait le 18e coup d'État auquel on assiste en ce moment au Soudan. Et le Soudan, c'est le pays qui a enregistré le plus de coups d'État en Afrique. Vous savez, pendant environ 40 ans, de 1960 à 2000, on a enregistré 200 coups d'État, de tentatives de coups d'État en Afrique. Ça fait une moyenne de 7 coups d'État chaque année. Et je crois que cette année, l'année dernière, il y a eu un seul coup d'État, cela s'était joué au Mali. Cette année, en 2021, on est déjà au-delà de la moyenne qu'on avait observée entre 1960 et l'an 2000. Et cette année, on est déjà à 6 coups d'État. À 6 coups d'État, cela voudrait dire que si votre formule se justifie en ce sens que le Soudan est coutumier du fait. C'est seulement le pouvoir de Béchir qui a duré 30 ans, qui a offert une forme de stabilité. C'est une stabilité relative parce que vous savez la façon dont cela s'est terminé. Vous chassez le naturel, il revient au galop. C'est Rousseau qui l'a dit et cela va très bien avec l'État soudanais. Et je crois qu'aujourd'hui, la communauté internationale a le devoir d'être au chevet de ce Soudan-là parce que nous sommes en train de glisser doucement vers une forme de vacuité d'État au Soudan. Cela s'est joué en Somalie, au Tchad à un moment donné. On a vu la même situation au Libéria, et puis en Centrafrique récemment. Et on n'a pas besoin de laisser les situations pourrir avant d'intervenir. Si on ne prenait pas la chose à bras le corps, je crois qu'au Soudan, on va assister à une forme d'escalade parce que la rue est décidée à ne plus laisser les militaires faire parce qu'ils connaissent les affres des pouvoirs militaires parce que, je l'ai dit, 18 coups d'État en environ 60 ans, 55 ans, je crois que le peuple a atteint une forme de lassitude qui ne lui permet pas de reculer aujourd'hui. Des reportages l'ont dit, les gens ont décidé de rester dans la rue, de faire peut-être aujourd'hui la manifestation du million, comme ils le disent, qui draine 1 million de personnes dans la rue. Mais je crois que celui-là qu'on a vu tout à l'heure, le général Bouram, qui m'a l'air plutôt d'un guignol, parce que ce qu'il est en train de faire, vous avez fini votre parti de gouvernance, c'est les civils qui vont passer. Et mon frère Paul a fait une analyse pertinente de la situation. Et ça, on l'avait dit sur ce plateau que les militaires ne laisseront pas faire, justement parce que ce sont eux qui ont été les acteurs de ce régime-là qu'on va poursuivre dans ce régime de justice transitionnelle. Et ayant peur des conséquences de cette période de justice transitionnelle, ils sont allés devant les faits pour occuper l'espace. C'est la politique de la terre brûlée. Parce que couper l'herbe sous les pieds de ceux qui vont arriver, qui vont installer cette injustice-là, de telle sorte à la priver de leur devoir. Je crois que c'est cousu de fil blanc. Est-ce que les condamnations de la communauté internationale peuvent avoir un impact, c'est-à-dire faire reculer les militaires? Non, parce que les États-Unis ont décidé de couper une aide de 700 millions de dollars. On sait que, quoi qu'on dise, le Soudan vit des perfusions de la communauté internationale. Exactement. Je pense que la condamnation de la communauté internationale peut faire quelque chose si et seulement si la communauté internationale met beaucoup plus de pression sur ces militaires. Comme on le sait, leur économie est sous perfusion d'aide de la communauté internationale. Et si la communauté internationale décide de ne pas reconnaître ces autorités, je pense quand même qu'ils vont devoir faire reculer un peu et discuter avec les civils et revenir sur comme la transition l'avait prédit. Est-ce que ça risque d'arriver? C'est l'Égypte qui soutient. Vous savez que Al-Bourhan est très ami avec Al-Sisi. Oui, tout porte à croire aussi qu'il essaie de faire la même philosophie que Al-Sisi, comme qui était
qui était venu au pouvoir aussi dans plus ou moins dans ces conditions, avec un coup d'État qui avait massacré un tout petit peu Morsi. Et puis, bon, je pense qu'aujourd'hui, ce que la communauté internationale doit être assez unanime, parce que qui dit unanime, mettre suffisamment de la pression. Parce que aujourd'hui, ils ont déjà commencé par changer les diplomates. C'est de faire en sorte quand même qu'on ne donne pas de la place. Mais je pense qu'au-delà de ces condamnations et ces sanctions, je pense que aussi la communauté internationale devrait, dans une certaine mesure, faire une approche, un rapprochement pour essayer quand même de ramener ces acteurs sur la table. Et de la même manière, l'Union africaine aussi devait aussi faire. Je pense que cette situation était prévisible. Et vous êtes sans savoir que les militaires ont toujours géré ce pays depuis près de 40, 50, 60 ans. Et depuis avec l'ancien président, le général Bourhan qui était là, jouait des rôles importants aussi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, parfois aussi, nous sommes aussi tentés de dire que ces acteurs qui ont dirigé le pays pendant longtemps, et ce n'est pas aussi du tout facile de les écarter à un moment donné. Il faut essayer quand même de composer avec eux, comme on a fait au niveau de la transition. Ça doit être un peu progressif. Parce qu'ils ont beaucoup d'intérêts. Ces militaires ont beaucoup d'intérêts. Certains sont des entreprises, ils sont actionnaires dans certaines entreprises, tout ça. Donc, ils se voient un peu lésés. Ils se verront aussi dans les semaines à venir, dans les prochaines années, on peut avoir cette situation. Mais dans tous les cas, ce qui est aussi important, c'est de composer aussi avec ces acteurs et discuter franchement. Parce que l'Union africaine devait essayer de prévenir cette situation en anticipant. Parce que moi, il y avait quelques semaines, depuis septembre, quand on avait annoncé qu'il y avait une tentative de coup d'État, j'ai dit, dans les semaines à venir, on peut renverser ce gouvernement, le Premier ministre. Ça, c'était évident. Et voilà qu'un mois après, on est dans cette situation. Donc, on doit pouvoir mieux faire, on doit pouvoir discuter aussi avec eux, et de faire en sorte quand même que la transition revienne. Mais pour cela, il faut mettre la pression, mais au moins discuter aussi avec eux. Qu'est-ce qu'on fait finalement de la révolution? Parce qu'il y a eu le renversement d'Omar El-Béchir, 30 ans de pouvoir, ça n'était pas évident, tout le monde avait salué une révolution. On va dire quoi? Échec? C'est compliqué. Parce que justement, le peuple, en allant vers cette révolution, voulait un idéal. Et malheureusement, cet idéal est hypothéqué aujourd'hui. Cet idéal est hypothéqué. Et comme le disait Justin tout à l'heure, je pense qu'il est important d'aller vers des concessions. Parce que justement, ceux qui traînent avec autant de casseroles, ils n'accepteront pas de perdre à la fois leur immunité juridique et leurs privilèges financiers. Donc, il faut sauvegarder à un moment donné quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut sauvegarder? Je crois que c'est là où la stratégie doit aller pour justement rassurer et faire en sorte. Et moi, je pense que le problème devient général. Quand on prend le Mali, quand on prend le Soudan, quand on prend la Guinée récemment et tout, la question, c'est ces militaires qui viennent au pouvoir. Pour certains qui font des bavures et tout, quelle va être la sortie? Pour moi, il faut vraiment que nos institutions sous-régionales, notamment la CEDEAO et l'Union africaine, commencent vraiment à repenser la stratégie et anticipent. Sinon, on va faire le médecin après la mort, où on vient aggraver la situation. Donc cette révolution, aujourd'hui, elle a hypothéqué. C'est mon avis. Oui, c'est-à-dire, moi, je ne parlais pas. Vous savez, la révolution, aujourd'hui, moi, je considère que c'est un mot qui est galvaudé, qui est utilisé à tort à travers, parce que j'estime que le monde est trop complexe aujourd'hui. Trop complexe aujourd'hui pour qu'on parle de révolution. Parce que révolution, ça voudra dire que vous remettez tout à plat. Or, c'est-à-dire, le passé, le présent, le futur sont toujours en relation, quoi. Vous voyez, on ne peut pas, quand on a peut-être renversé une certaine situation, en un moment T, mais on ne peut pas dire qu'il y a eu une révolution. Cela suppose qu'on a mis tout à plat et qu'il faut recommencer. On ne recommence jamais sa vie. On la poursuit. Vous savez, lorsqu'on a parlé de révolution dans tel ou tel pays et le quotidien a vite fait de reprendre le dessus, ou je dois dire les privilèges ou les habitudes ont vite fait de reprendre le dessus. Tout à l'heure, au Soudan, ils parlent des gens qui ne veulent pas perdre leurs privilèges. Ils ne veulent pas perdre leurs privilèges parce qu'ils estiment qu'en perdant le pouvoir, il est facile plutôt de perdre ces privilèges-là. Et que face à cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? On voudrait inciter les gens à pourparler
avec qui? C'est-à-dire il faut qu'à un moment donné, on en finisse avec cette situation de frilosité qui fait que les gens disent que ben, si on ne leur oppose pas ceci, si on leur fait ceci, ils vont faire cela. Parce qu'ils ont les armes. C'est justement les armes là qui leur permettent de se mettre devant la scène. Mais vous savez, il faut laisser les choses se faire. Aujourd'hui, dans les rues au Soudan, c'est les populations, les peuples qui prennent leurs responsabilités face à ceux qui détiennent les armes. Ça a été le cas pour renverser Béchir, ça va être sans doute le cas pour réfléchir, pour renverser ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Il n'est pas dit il est besoin de 30 jours, de 2 mois ou de 2 ans pour rendre propre un pays. C'est un processus qui va se jouer dans le temps et il faut, la jeune dame qu'on a interrogée d'ailleurs dans l'élément qui est passé sur le Soudan, l'a dit que le peuple est persévérant et elle a surtout ajouté que le peuple est patient. Donc ce n'est pas parce qu'on voit la situation rose de l'autre côté qu'on va dire que nous allons reproduire cette situation chez nous en l'espace de 2 ans, 3 ans. Non, il faut qu'on se donne le temps qu'il faut pour aller à la démocratie. La démocratie, elle doit être veillée, elle n'est jamais acquise. Merci beaucoup. On va marquer maintenant la pause, le temps de regarder ensemble le journal. Ça dure 10 minutes et on revient pour continuer.